Il existe une forme de fatigue qui ne se voit pas sur le visage. Cela ne déforme pas votre posture, cela n'assombrit pas vos yeux, cela ne fait pas trembler votre voix. C'est une lassitude trop silencieuse pour être vue, trop profonde pour être expliquée dans une conversation informelle. C'est le genre de fatigue qu'on ressent à 2 heures du matin quand l'appartement est calme, quand il n'y a plus de tâches à accomplir, plus d'objectifs à poursuivre, plus de conversations à gérer. Et puis, dans le silence, vous remarquez quelque chose d'étrange. Vous ne ressentez presque rien. Pas de tristesse intense, pas de joie. Cela ne me manque pas. Juste une sorte de grande distance émotionnelle entre vous et la vie elle-même. Comme s'il existait un verre invisible séparant ce qui se passe à l'extérieur de ce qui devrait se passer à l'intérieur. C'est la fatigue émotionnelle des hommes intelligents modernes. Et c'est beaucoup plus courant qu'il n'y paraît. Nous ne parlons pas de dépression clinique visible, de dépression ou de souffrance dramatique. Nous parlons de quelque chose de plus subtil et donc de plus dangereux. Un épuisement émotionnel accumulé au fil des années qui transforme lentement toute notre vie en une séquence automatique de journées fonctionnelles mais émotionnellement vides. Vous vous réveillez, vous travaillez, vous produisez, vous dormez. Réveillez-vous à nouveau. Répétez. Et à un moment donné, vous commencez à réaliser que rien de tout cela ne semble générer un véritable sens. Juste du mouvement. Et peut-être que le plus effrayant est que cela commence rarement du jour au lendemain. Personne ne décide de se réveiller un jour et de se déconnecter émotionnellement du monde lui-même. Ce qui se passe est plus lent, plus silencieux. Une adaptation progressive que le cerveau fait au fil du temps, apprenant que trop de sentiments génèrent trop de conséquences, que la vulnérabilité génère trop d'exposition, que dépendre émotionnellement de quelqu'un génère trop de risques. Et puis, lentement, le système émotionnel lui-même commence à se retirer. Ne vous arrêtez pas. Reculez. C'est plus loin, plus difficile d'accès, plus protégé. Pour comprendre pourquoi les hommes intelligents sont aujourd'hui épuisés émotionnellement, il faut commencer plus tôt, longtemps avant, car cette fatigue survient rarement dans la vie adulte. Il est né tôt, dans des environnements qui enseignent, directement ou indirectement, que l'émotion est une faiblesse. Montrer sa peur est un motif de honte. Comme c'est triste de s'excuser. Ce besoin émotionnel est un signe d'incompétence. Que les vrais hommes n'ont pas besoin de réconfort, qu'ils ne pleurent pas en public, qu'ils ne montrent pas d'insécurité, qu'ils n'admettent pas leur vulnérabilité. Cette pédagogie émotionnelle commence très tôt et fonctionne de manière très différente. Parfois c'est explicite. Arrête de pleurer, tu n'es pas un bébé. Parfois, c'est silencieux. Un père qui n'a jamais montré d'affection, une famille où les émotions n'étaient tout simplement pas un problème, un environnement où les sentiments étaient ignorés lors de la performance étaient récompensés. Parfois, c'est collectif. Des groupes d'amis qui ridiculisent quiconque fait preuve de sensibilité, des cultures scolaires qui transforment la froideur en statut, des dynamiques sociales qui enseignent qu'être admiré nécessite de paraître n'avoir besoin de personne. Le résultat est prévisible. Les garçons grandissent en apprenant à pousser leurs émotions à l'intérieur. Pas pour les poursuivre en justice. Ne pas les exprimer de manière saine. Il suffit de les pousser vers un endroit interne où ils ne les dérangent pas, où ils ne créent pas de vulnérabilité, où ils ne peuvent pas être utilisés contre eux. Et cela semble fonctionner depuis longtemps. Tu as l'air fort. Cela semble contrôlé. Cela semble inébranlable. Et les gens autour d'eux commencent à interpréter ce contrôle comme une maturité, une solidité, un leadership émotionnel. Alors qu'en réalité, vous apprenez simplement à ne pas le ressentir en public. Le problème est que le cerveau humain ne peut pas réprimer sélectivement les émotions. Vous ne choisissez pas simplement de bloquer la douleur et de garder intacte la capacité de ressentir de la joie, de l'enthousiasme, de l'appartenance et un amour véritable. Lorsqu'une personne apprend à réprimer systématiquement sa propre vulnérabilité, d'autres capacités émotionnelles commencent à diminuer en même temps. C'est comme si l'on fermait les fenêtres d'une maison pour que le froid n'entre pas. Au bout d'un moment, la chaleur commence également à disparaître. Il existe une tendance spécifique chez les hommes très intelligents qui exacerbe ce processus. Parce que l'intelligence, combinée à la répression émotionnelle, ne cache pas seulement le vide. Elle l'organise. Elle crée des structures sophistiquées pour le justifier, rationaliser ce vide,
transformer la déconnexion en philosophie de vie. Les personnes intelligentes émotionnellement réprimées disent rarement « je ne peux pas ressentir ». Ils disent des choses comme « je préfère ne pas créer de dépendance émotionnelle » ou « les relations sont compliquées » ou encore « je suis de nature plus rationnelle qu'émotionnelle ». Et cela semble intelligent. Cela ressemble à de la connaissance de soi. Cela ressemble à de la clarté sur vous-même. Mais souvent, il ne s'agit que de la version la plus élaborée de quelque chose de beaucoup plus simple, la peur de ressentir. Peur d'exposer sa vulnérabilité. Peur d'avoir besoin de quelqu'un. Peur de s'accrocher à quelque chose qui pourrait être perdu. L'intelligence n'a pas éliminé la peur émotionnelle. Elle vient d'apprendre à construire des arguments rationnels très convaincants pour le justifier. Et c'est particulièrement dangereux parce que plus l'argument est sophistiqué, plus il est difficile de comprendre qu'il s'agit d'un mécanisme de défense déguisé en position philosophique. Il existe un mécanisme psychologique que le psychothérapeute Albert Ellis a appelé la rationalisation défensive. La tendance à utiliser l'intelligence pour justifier des comportements qui, à leur origine, ont une base émotionnelle plutôt que rationnelle. Un homme qui a grandi dans un état de négligence émotionnelle peut construire, au fil des années, toute une philosophie d'autosuffisance très cohérente intérieurement. Il cite Épictète, lisez le stoïcisme, valorise la discipline émotionnelle, et il croit sincèrement qu'il choisit cette voie pour des raisons rationnelles. Alors que souvent, il s'agit simplement de rendre philosophiquement acceptable ce qui a été imposé de manière traumatique. Cela ne veut pas dire que le stoïcisme, la discipline émotionnelle ou l'autonomie sont mauvais en soi. Cela signifie qu'il existe une différence cruciale entre choisir de réguler consciemment ses émotions et ne pas pouvoir y accéder. Une régulation émotionnelle mature signifie se sentir pleinement et décider comment réagir à ce que vous ressentez. La répression émotionnelle déguisée en stoïcisme signifie ne plus être en mesure d'accéder à ce que vous ressentez ou devoir décider comment réagir. La distance entre ces deux choses est énorme. Mais de l'extérieur, ils se ressemblent tous les deux. Il existe un prix silencieux que les hommes émotionnellement contrôlés paient chaque jour sans s'en rendre compte. Et ce prix s'appelle l'hypervigilance interne. Car lorsque quelqu'un apprend que ses émotions doivent être constamment surveillées, gérées et contenues, le cerveau entre dans un état de vigilance émotionnelle permanente. Cela signifie que même dans des situations totalement sûres, une partie de l'esprit continue de fonctionner en mode défensif. Analysez les signaux sociaux. Calculez ce qu'il faut démontrer et ce qu'il faut cacher. Évaluez le niveau de sécurité émotionnelle dans l'environnement. Gérez votre propre image interne. Les études en neurosciences du stress montrent que cet état de vigilance continue a un réel coût physiologique. Le système nerveux sympathique, associé à la réponse au stress, reste partiellement activé même en l'absence de menaces réelles. Cela consomme constamment de l'énergie cognitive et émotionnelle. Elle génère une fatigue diffuse, sans heure d'apparition précise et qui disparaît rarement complètement avec le sommeil. C'est le genre de fatigue que l'on ressent même après un réveil après 8 heures. Cette légèreté qui n'arrive jamais vraiment. Les hommes hypercontrôlés décrivent souvent cela, sans se rendre compte de ce qu'ils décrivent. Je ne parviens jamais à m'éteindre complètement. Même en vacances, ça me tient en tête. Je suis tendu sans raison apparente. Je ne peux pas vraiment m'amuser. J'ai l'impression d'attendre toujours que quelque chose se passe mal. Il ne s'agit pas nécessairement d'une anxiété clinique. C'est le système nerveux de quelqu'un qui a l'habitude de rester sur ses gardes. C'est le coût neurologique d'années passées à gérer ses émotions au lieu de les vivre. Et le plus cruel est peut-être que cet hypercontrôle suscite souvent l'admiration. Les sociétés modernes ont tendance à confondre contrôle émotionnel et force psychologique. Les hommes émotionnellement retenus semblent matures, fiables, solides, leaders naturels. À l'intérieur, ils portent une tension chronique qu'ils ne qualifieraient jamais de souffrance, car la souffrance nécessite l'aveu d'une vulnérabilité. Et la vulnérabilité a été la première chose qu'ils ont appris à cacher. Il existe une stratégie spécifique que les hommes intelligents développent pour gérer leur vide émotionnel croissant. Et elle a l'air, dans tous les sens superficiels, en extrêmement bonne santé. Productivité, mouvement constant, croissance continue, objectif, résultat,
Performance. Parce que quand on fait toujours quelque chose d'important, toujours en progrès, toujours occupé, il n'y a jamais assez de place pour un silence intérieur où le vide pourrait être perçu. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et fondateur de la logothérapie, a observé que lorsque les êtres humains perdent le lien avec le sens véritable, ils ont tendance à rechercher l'épanouissement par trois voies: le pouvoir, le plaisir ou la distraction. Et la productivité compulsive, même si elle peut sembler à l'opposé de la distraction, remplit souvent exactement la même fonction psychologique. Cela crée un récit d'objectifs qui élimine le travail émotionnel consistant à déterminer si cet objectif est vraiment ressenti ou simplement construit intellectuellement. Pensez au sentiment spécifique de réaliser quelque chose que vous vouliez vraiment. Une promotion, une réussite académique, un objectif de formation, un projet terminé. Et puis, au moment où peu après l'accomplissement, une étrange sensation de vide. Pas d'ingratitude, pas de dépression. Juste cette ligne plate émotionnelle, cette absence de chaleur qui devrait être là et qui ne l'est pas. Cela porte un nom en psychologie, l'anédonie de réussite. Et cela est particulièrement fréquent chez les personnes émotionnellement déconnectées qui ont construit des objectifs externes comme substituts au sens interne. Le problème est que le cerveau apprend rapidement que les réalisations externes ne résolvent pas le silence interne. Puis redimensionner le mouvement. Il faut des objectifs plus ambitieux, des défis plus intenses, plus de relance, plus de vitesse. Comme si quelqu'un essayait de se réchauffer en ajoutant plus de bois dans un foyer sans charbon. Le bois de chauffage brûle. La chaleur ne dure pas longtemps, et le froid intérieur continue. Cela crée des hommes qui vivent dans un paradoxe constant, extrêmement productifs et profondément insatisfaits, très fonctionnels et épuisés en interne, impressionnants pour le monde extérieur et émotionnellement étranges pour eux-mêmes. Ils continuent de progresser car s'arrêter serait se retrouver face au silence. Et le silence fait plus peur que n'importe quel objectif. L'une des conséquences les plus concrètes de ce schéma est ce que la psychologie de l'attachement appelle le style évitant. Le psychologue John Bowlby, qui a développé la théorie de l'attachement au cours de plusieurs décennies de recherche, a démontré que la façon dont nous nous connectons émotionnellement à l'âge adulte est directement façonnée par les expériences de liens que nous vivons au cours des premières étapes de la vie. Les personnes qui grandissent dans des environnements émotionnellement imprévisibles, froids ou négligents développent souvent un attachement évitant comme réponse adaptative. L'attachement évitant ne signifie pas une incapacité à établir des relations. Cela signifie que le système nerveux a appris à minimiser le besoin de connexion émotionnelle comme forme d'autoprotection. Apprendre qu'avoir besoin émotionnellement de quelqu'un se termine inévitablement par de la douleur, de la déception, une exposition sans contrepartie. Le cerveau élabore alors une solution élégante: je n'ai pas tellement besoin de personne. Je préfère être seul. Je ne m'attache pas facilement. Je peux suffire. Et de l'extérieur, cela ressemble à une indépendance. À l'intérieur, ce n'est souvent qu'une peur sophistiquée. Les hommes ayant un attachement évitant développent des modèles relationnels très spécifiques. Ils peuvent se rapprocher des gens dans une certaine mesure, créer des connexions fonctionnelles. Ils sont souvent agréables, intelligents et intéressants en conversation. Mais il existe une ligne invisible au-delà de laquelle ils ne peuvent pas dépasser. Lorsqu'une relation commence à exiger une véritable exposition émotionnelle, lorsque quelqu'un commence à se rapprocher trop, lorsque l'intimité commence à véritablement grandir, quelque chose se déclenche en interne. Une urgence de reculer, une sensation d'étouffement, un besoin de rétablir la distance. Et le plus cruel, c'est qu'ils veulent souvent une connexion profonde. Il y a une partie d'eux-mêmes qui ressent le vide des relations superficielles, qui reconnaît ce qui se perd, qui aspire à une véritable intimité. Mais lorsque la connexion commence à se rapprocher trop de cette intimité, le système de défense réagit plus rapidement que toute intention consciente. C'est comme vouloir de la chaleur mais reculer automatiquement chaque fois que quelqu'un touche une flamme. Le désir est réel. L'évasion est également réelle. Et les deux choses cohabitent dans un conflit interne qui porte rarement un nom. Il existe une solitude spécifique que seuls les hommes très intelligents peuvent pleinement comprendre. Par la solitude de ne pas avoir de monde. C'est rare pour la plupart d'entre eux, qui sont souvent socialement compétents.
C'est la solitude d'être entouré de gens et pourtant d'avoir l'impression qu'aucun d'entre eux ne réalise vraiment ce qui existe à l'intérieur. Comme si vous parliez couramment une langue que les autres comprennent partiellement mais jamais complètement. Cette solitude intellectuelle comporte plusieurs niveaux. La première est cognitive. Se rendre compte que la plupart des conversations sociales se déroulent à une profondeur qui n'est pas satisfaisante. Conversations sur la météo, potins, divertissements superficiels, plaintes quotidiennes. Pour un esprit qui traite tout à grande vitesse et ressent le besoin de donner un sens à chaque interaction, cela crée un ennui chronique qui peut rarement être admis sans paraître arrogant. La deuxième couche est émotionnelle. Les hommes intelligents peuvent souvent très bien comprendre les émotions des autres. Ils analysent les motivations, identifient des schémas de comportement, perçoivent des dynamiques relationnelles que la plupart ignorent. Mais cette capacité à analyser les émotions des autres s'accompagne rarement d'une capacité tout aussi développée à accéder à ses propres émotions. Ils comprennent les autres émotionnellement sans être capables de se comprendre émotionnellement. Et cela crée un étrange paradoxe. Être émotionnellement perspicace envers tout le monde autour de vous tout en restant émotionnellement distant de vous-même. C'est comme être un cartographe expert de tous les territoires du monde, à l'exception du pays dans lequel vous vivez. Vous connaissez chaque rue de Paris, chaque montagne du Tibet, chaque désert d'Afrique. Mais l'endroit où vous dormez chaque nuit reste une carte vierge. Le neuroscientifique Antonio Damasio a démontré au cours de décennies de recherche que l'émotion et la raison ne sont pas des systèmes opposés dans le cerveau humain. Ils sont profondément interconnectés. Les personnes souffrant de lésions des régions cérébrales responsables du traitement des émotions ne deviennent pas plus rationnelles. Ils deviennent incapables de prendre de bonnes décisions, de donner un sens au choix, de sentir que tout compte vraiment. La raison sans émotion n'est pas clarté. C'est la dissolution éone de sens. Il y a un moment très précis où la fatigue émotionnelle accumulée commence à se transformer en quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas d'un effondrement dramatique. Ce n'est pas une journée claire. C'est plus subtil que ça. C'est alors que l'on réalise petit à petit que l'on ne sait plus vraiment ce que l'on veut. Pas seulement en termes de carrière ou de relations, mais en termes fondamentaux. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Qu'est-ce qui vous émeut vraiment? Que voudriez-vous pour vous-même s'il n'y avait aucune attente extérieure à satisfaire? Pour de nombreux hommes émotionnellement épuisés, ces questions s'accompagnent d'un silence déconcertant en réponse. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils en ont beaucoup. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de réalisation. Ils en ont souvent plus que la moyenne. C'est juste que ces objectifs semblent de plus en plus éloignés de tout véritable besoin interne. Ils sont construits sur ce qui semble juste extérieurement, sur ce qui devrait compter, sur ce que les autres admireraient. Mais lorsque l'on reste assez longtemps seul dans sa tête, on se rend compte que l'on ne sait plus faire la distinction entre ce que l'on veut vraiment et ce à quoi on a été conditionné à vouloir. Viktor Frankl a qualifié cela de vide existentiel. L'expérience d'exister sans trouver un véritable sens à sa propre existence. Il a noté que cet état crée 3 réponses caractéristiques: la dépression, l'agressivité ou la dépendance. Et peut-être devrions-nous aujourd'hui en ajouter un 4e, la performance compulsive. La tentative de combler le vide interne par une réussite externe constante. De remplacer le sens par des résultats. D'exister à travers ce que l'on produit alors qu'on ne sait plus très bien qui on est. Les hommes émotionnellement épuisés décrivent souvent un sentiment qu'ils ne trouvent pas de mots pour nommer. C'est comme observer ma propre vie de l'extérieur. Je fais tout correctement, mais cela ne semble pas réel. J'ai tout ce qui devrait me rendre heureux. Je ne me sens pas nécessairement triste, juste distant. Cette expérience a un nom en psychologie, une légère dépersonnalisation. Ce n'est pas nécessairement un trouble. C'est l'expérience d'un système émotionnel qui est resté si longtemps en mode défensif qu'il a partiellement perdu la capacité d'habiter pleinement le présent. Le philosophe Søren Kierkegaard a décrit le désespoir le plus dangereux non pas comme celui qui crie, mais comme celui qui ignore même son existence. L'homme qui a perdu contact avec sa propre intériorité, mais qui continue de fonctionner normalement à l'extérieur. Fonctionnement. Parler. En progression. Alors que quelque chose d'essentiel en lui avait disparu si silencieusement qu'il ne s'était même pas rendu compte quand il avait disparu. Il existe une dimension de la fatigue émotionnelle que la plupart des gens ignorent complètement,
car elle semble avoir une cause différente. C'est une fatigue physique. Tension musculaire chronique sans blessure identifiable. Difficulté à respirer complètement au repos. Le sommeil qui ne repose pas vraiment. Le système digestif semble vivre dans un état de léger inconfort constant. Des maux de tête qui vont et viennent sans raison claire. Le psychologue Peter Levine a passé des décennies à démontrer que le corps humain stocke la tension émotionnelle, non traitée de manière extrêmement physique et concrète. Lorsque les émotions sont systématiquement réprimées sans être traitées, le système nerveux autonome ne les rejette pas simplement. Cela les maintient dans un état d'activation suspendu. Une sorte d'archive de fichiers que l'organisme conserve parce qu'il n'a jamais reçu de signal indiquant qu'il pouvait être divulgué en toute sécurité. Cela explique pourquoi les hommes émotionnellement épuisés présentent souvent des signes physiques qui ne semblent avoir aucune cause claire. La tension dans les épaules et le coup provoqué par le massage se résout temporairement mais ne s'élimine pas. La tension dans la mâchoire qui apparaît pendant le sommeil. La difficulté chronique de se détendre complètement, même dans un environnement sûr et confortable. Le corps fait ce que l'esprit n'a jamais eu d'espace pour faire, tout transporter. Bessel van der Kolk, dans son travail fondateur sur les traumatismes et le corps, a documenté comment le système nerveux des personnes qui ont appris très tôt à réprimer les réponses émotionnelles développe des schémas neurologiques qui persistent indépendamment de la volonté consciente. Vous pouvez consciemment décider que vous êtes en sécurité. Vous pouvez savoir rationnellement qu'aucune menace n'est présente. Mais le système nerveux autonome opère dans une couche plus ancienne et plus primitive qui ne traite ni le langage ni la logique. Il répond au modèle. Et si le modèle a pris était que le monde est un endroit où les émotions sont dangereuses, le corps continue de réagir à cela des décennies plus tard. Il existe une croyance très spécifique qui sous-tend la fatigue émotionnelle de nombreux hommes intelligents. Une croyance rarement clairement exprimée car elle est tellement intériorisée qu'elle ressemble simplement à une description de la façon dont les choses se passent. La croyance est la suivante. Avoir besoin d'aide émotionnelle est un signe de faiblesse. Et la faiblesse est inacceptable. Cette croyance a d'énormes conséquences pratiques. Cela signifie que lorsque quelque chose fait mal intérieurement, la réponse apprise est de trouver une solution vous-même. Pensez davantage au problème. Lisez à propos du sujet. Créez un plan d'action. Résolvez rationnellement ce qui est fondamentalement émotionnel. C'est comme essayer de réparer une fracture avec de la volonté. L'intention est admirable. La méthode ne fonctionne tout simplement pas pour ce type de problème. Les études sur la santé mentale des hommes montrent systématiquement que les hommes mettent en moyenne 3 à 5 fois plus de temps que les femmes à demander une aide psychologique lorsqu'ils présentent des symptômes identiques. Et lorsqu'ils le font, ils se retrouvent souvent dans des états de crise qui auraient pu être évités grâce à une intervention précoce. Le coût de cette réticence n'est pas seulement individuel. C'est un modèle culturel qui continue de se reproduire parce que les hommes émotionnellement fermés élèvent des enfants qui apprennent à être émotionnellement fermés. Et il y a quelque chose de profondément ironique dans le fait que les hommes qui investissent énormément dans le développement personnel, qui lisent sur la psychologie, qui consomment du contenu sur l'état d'esprit et la performance, résistent souvent à cet investissement qui pourrait faire une réelle différence. Parce que la thérapie, les discussions sincères sur la vulnérabilité, l'admission d'un besoin émotionnel, toutes ces choses nécessitent ce qu'on nous a appris à cacher. Et la dissimulation est devenue tellement automatisée que la révélation semble plus difficile que n'importe quel défi extérieur. Il y a une question qui est rarement posée aux hommes émotionnellement épuisés. Pas « comment vas-tu ?», mais « comment te sens-tu ?» Et il y a une raison pour laquelle ces deux questions donnent lieu à des réponses complètement différentes. Le premier concerne les performances. Elle a une réponse simple et socialement acceptable. Très bien, je travaille dur, je progresse. La seconde nécessite quelque chose de différent. Cela nécessite un contact avec une couche intérieure que de nombreux hommes n'ont pas visitée depuis si longtemps qu'ils ont presque oublié comment y accéder. Le psychologue Carl Rogers a passé des décennies à affirmer que la plus grande croissance psychologique humaine ne vient pas de la réparation de ce qui ne va pas, mais de la création de conditions de sécurité émotionnelle suffisantes pour que ce qui est vivant en la personne puisse émerger. Et c'est peut-être exactement ce dont les hommes émotionnellement épuisés ont le plus besoin. Plus de stratégie.
pas plus de maîtrise de soi, plus de discipline, mais dans des espaces où il est totalement sûr d'être humain. Cela commence par quelque chose d'une simplicité trompeuse, apprendre à reconnaître son propre état émotionnel. Ne l'analysez pas, ne le justifiez pas, n'en faites pas un problème à résoudre. Reconnaissez-le simplement. Je suis triste. J'ai peur. Je suis seul. Je suis dépassé. Ces phrases simples sont extrêmement difficiles à prononcer pour quiconque a passé des années à développer la sophistication nécessaire pour ne pas avoir besoin de les prononcer. Mais ils sont le début de quelque chose de réel. Le chercheur Brené Brown, après des années d'études de la vulnérabilité et des liens humains, est arrivé à une conclusion qui semble simple mais qui va à l'encontre de presque tout ce qu'on a enseigné aux hommes émotionnellement réprimés. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. La vulnérabilité est la mesure exacte du courage. Parce qu'il faut plus de courage pour admettre qu'on souffre et qu'on a besoin de soutien que pour continuer à exercer ses compétences émotionnelles dans un état d'épuisement interne. Et le plus grand paradoxe de la fatigue émotionnelle masculine est peut-être le suivant. La stratégie développée pour ne jamais avoir besoin de personne finit par générer exactement le type d'épuisement que personne ne peut résoudre seul. Vous avez construit des murs si efficaces que même vous ne pouvez pas en sortir complètement. Et puis le silence intérieur commence à faire des ravages d'une manière qu'aucune réalisation extérieure ne peut atténuer. Il existe un type de courage qui n'apparaît dans aucun récit héroïque traditionnel. Ce n'est pas le courage de faire face aux défis extérieurs. Ce n'est pas le courage de persévérer malgré l'adversité. C'est le courage d'arrêter, respirer, de laisser le silence exister suffisamment longtemps pour réaliser ce qu'il contient. Admettre que sous toute la compétence, toute l'intelligence et tout le contrôle, il y a un être humain qui ressent, qui a besoin, qui a parfois peur, qui est parfois perdu. Ce n'est pas la fin de la force. C'est le début d'une force différente, plus réelle, plus durable. Parce qu'il y a une énorme différence entre la force qui vient du fait de n'avoir jamais eu besoin de personne et la force qui vient du fait d'avoir été complètement vulnérable et de découvrir que l'on n'est pas mort à cause de cela. Le premier est la fragilité déguisée en invincibilité. La seconde est quelque chose que la fatigue émotionnelle ne peut jamais produire, car elle ne survient que lorsque vous arrêtez d'essayer de vous protéger de vous-même. Peut-être êtes-vous arrivé ici parce que vous avez reconnu quelque chose dans ces mots. Pas forcément tout, mais quelque chose. Peut-être ce sentiment de vivre légèrement à distance de la vie elle-même. Cette fatigue qui n'a pas de nom clair. Cette difficulté à ressentir profondément ce que l'on devrait ressentir. Ce silence intérieur que vous avez appris à remplir de mouvements constants. Si c'est le cas, sachez que cette reconnaissance n'est pas une faiblesse. C'est le seul point à partir duquel quelque chose de différent peut commencer. Pas l'absence de et des sentiments, mais le courage de les laisser enfin exister.